le mercredi 27 août, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont reçu des équipes de surveillance épidémiologique opérant en République de Guinée une information faisant état de la disparition depuis 3 semaines d'un cas contact des personnes infectées par le virus Ebola qui se seraient rendues au Sénégal. À l'annonce de la nouvelle, c'était le calme plat. Un choc pour la majorité de la population. Peur pour moi-même, mais peur pour les autres aussi. jaaxle rek. tiit rek te xam ne xaju fi ndax yóbbu na fitu askan bi yëpp kenn amatul jàmm lekk ba suur sax kenn talatu ko. Ebola était au Sénégal, disait-on. Est-ce vrai? Comment? Chacun demandait à l'autre une confirmation. Les médias étaient bien suivis. ci rajo yi laa ko déggee moom ak ci télé yi. La nouvelle, je l'ai appris par la presse. sama benn xarit nee na pour ma jënd mooy affaire yi ñuy raxasoo heure bu ñu la joxee xaalis boo paree nga laal ci nettoyer sa loxo après départ ma ne ko non yooyu amul solo mu ne ma di nga def loolu force. J'ai eu peur quelque part parce qu'au Sénégal, nous avons la coutume de nous saluer la main. Et pour se protéger, on avançait telle ou telle autre stratégie. ñu moytu salte beeg ndox yu taay yi ak weñ ñi bu ñu añee raxas teg ndoxu eau de javel ak omo ku añ raxas fi yelandi fee ku doxi ba ñëw raxas yelandi man de laa ko jàpp. Alors que la population paniquait, du côté des autorités, c'était la sérénité. On était tout sauf surprise. On s'y attendait, franchement, on s'y attendait parce qu'on se dit qu'avoir une épidémie dans un pays depuis le mois de décembre jusqu'au mois de septembre et que également les structures appropriées, notamment l'OMS, disent que cette épidémie et les partenaires qui ont suivi cette épidémie disent que l'épidémie est hors de contrôle en Guinée. Quand on dit que c'est hors de contrôle, on ne peut pas être un pays voisin, étant structure de santé, ne pas s'y attendre. En vérité, s'il y a une personne qui pensait qu'il y aurait quand même un cas, compte tenu du contexte sous-régional, c'est bien Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous, en tant que professionnels de la santé, c'était prévisible. Hein? C'est vrai, on ne voulait pas avoir de cas, mais nous étions préparés. On s'était préparé, bien sûr, pour ne pas avoir de cas, mais c'est surtout, on s'était préparé à la prise en charge des cas. Le cas était dit importé. Un ressortissant de la Guinée qui serait suivi dans son pays a pu franchir les frontières quelques jours après leur fermeture et arriver jusqu'aux Parcelles Assainies, l'un des quartiers de la capitale sénégalaise. C'était le 27 pratiquement, le 26-27 août que les choses se sont emballées depuis la suspicion, les prélèvements et la confirmation de l'épidémie. La personne s'est présentée au niveau du poste de santé de l'unité 9. Donc ça n'allait pas et une fois arrivé à l'hôpital de Fann, immédiatement on nous a dit qu'il s'agissait d'un cas qui entrait dans la définition des choses qu'on a données. Parce qu'encore une fois, toutes les structures de santé, tous les agents de santé ont pu bénéficier d'une formation sur Ebola, mais également ont reçu les outils pour surveiller. À chaque fois qu'une personne répondait à la définition de cas, c'est immédiatement répertorié par des procédures appropriées. Par définition de cas, il faut entendre que la personne répond aux soupçons présumés, basés sur des signes cliniques. Et avec l'infection à virus Ebola, c'est une fièvre, des vomissements, diarrhée, douleurs musculaires, parfois des signes hémorragiques. Dès que la personne présente ces signes et qu'elle proviendrait d'une zone en épidémie, il fallait considérer que cette personne répond à la définition de cas. On est en phase épidémique dès qu'on a un cas, c'est ce que l'OMS déclare. Et donc, nous avions un patient à suivre et des contacts au nombre de 87 que nous suivions. Maintenant, pendant cette phase, nous nous sommes un peu réajustés par des commissions. Donc, il y a une dizaine de commissions qui ont été mises en place. Des commissions qui s'occupaient de la prise en charge, de la surveillance épidémiologique, de l'aspect logistique, de la sécurité, des équipes mobiles d'intervention, de l'aspect même social, comportemental, du soutien psychologique. Donc c'est des commissions qui étaient mises en place, qui devaient travailler. Et effectivement, nous avons mis un plan de riposte, voire même un plan de contingence, parce qu'on n'avait pas encore l'épidémie. Et ce plan était divisé en 3 parties.
Il y a une première partie qui était ce qu'on appelle la phase pré-épidémique. Donc, quelles sont les activités qu'il fallait mener pendant la phase pré-épidémique. Après, il y a une deuxième phase qu'on appelle la phase épidémique, si toutefois le virus entrait au Sénégal. Une dernière phase qui est la phase post-épidémique. Donc, nous étions préparés bien avant, effectivement, qu'on ait le cas. Le 29 août 2014, le Sénégal est donc déclaré touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'était le moment de tester l'efficacité de tout un système. Ce que valait réellement le plan de riposte Sénégal. Déjà, le gouvernement a mis à la disposition du ministère de la Santé pendant la phase pré-épidémique, c'est-à-dire quand on n'avait pas eu de cas et qu'on se limitait à sensibiliser, etc., environ 150 millions de francs. Et quand l'épidémie est déclarée, c'est-à-dire avec la survenue de ce cas importé, puisqu'il n'était pas attendu, on parle d'épidémie, alors le gouvernement a encore mis 300 millions de francs que nous sommes en train d'utiliser. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de partenaires qui appuient sur le plan technique, sur le plan financier, et nous avons un plan donc, qui est évalué à environ à peu près 2 milliards de francs. On s'est dit qu'on ne panique pas. On essaie puisqu'on avait mis en place toutes les structures appropriées en cas, parce qu'on avait même pu avoir par rapport aux pays voisins comment ça marchait, ce qui ne marchait pas, etc. Et le dispositif fonctionnait avant. C'est pas avec, il faut le rappeler également, avec ce cas que le dispositif a fonctionné. On a eu des alertes avant. Avant que le cas ne s'est déclaré au Sénégal le 29 août, nous étions dans ce qu'on appelle la phase pré-épidémique. C'était de renforcer les capacités du personnel de santé dans la formation, parce que comme on le disait souvent, c'est un personnel qui n'était pas habitué. En tout cas, dans notre sous-région, nous n'avons jamais eu ce type de maladie. Donc il fallait renforcer les capacités du personnel. Faire des activités de communication envers les populations, envers les personnels, en tout cas envers tous les acteurs. Et aussi renforcer la surveillance des frontières. Donc vraiment, c'était essentiellement les points pendant la première phase. Un plan de communication était également élaboré depuis le mois de mars sous la houlette du Comité national de gestion des épidémies. Des spots audiovisuels sont produits, des supports imprimés. Tout le monde devait être au courant de l'apparition du virus Ebola dans la sous-région, mais surtout, comment l'éviter. Nous avions quand même comme cible l'ensemble de la population, mais avec des messages allant, se focalisant sur la connaissance de la maladie, c'est-à-dire la connaissance des signes, du mode de transmission et surtout sur la maîtrise des modes de prévention de cette maladie. Ce qui nous a valu de mettre sur place des spots télévisuels qui avaient l'air d'une présentation de la maladie, de la transmission à la prévention, mais aussi des supports imprimés, des affiches, des flyers qui présentaient de manière globale la maladie. Il faut dire qu'à ce stade, il était important pour nous de faire connaître aux populations les modes de transmission. Et pour le service national de l'éducation et de l'information pour la santé, il fallait se faire entendre dans les coins les plus reculés. C'est dire donc qu'il y a plein d'activités qui ont été menées au niveau les plus reculés et des activités de proximité ont été menées dans des régions éloignées, dans des villages éloignés du Sénégal et les spots ont été disponibilisés dans les langues que nous avons au Sénégal. Si les autorités ont communiqué sans être sûres d'être écoutées, avec le cas annoncé, la population s'est sentie directement impliquée. Effectivement, donc c'était le rush au centre d'appel. Au bout d'une semaine, 2500 appels ont été enregistrés sur Ebola. Les gens étaient un peu inquiets, stressés à cause du cas importé. Ils appelaient pour demander les mesures de prévention, où en étions-nous avec le cas. Donc ils étaient très intéressés et je crois que le numéro vert a été vraiment un baromètre pour mesurer l'ampleur de la communication qu'on était en train de faire. Effectivement, il y a un changement de comportement. Il y a un grand changement de comportement sur le plan de la relation interhumaine, mais également par rapport au lavage des mains qui était le modèle de sensibilisation. Ah, am na ñu ci fagandu nag ndax dinaa dugg ci ay kër fekk ko fa am na bu ci fagandu moom fa dëgg yàlla. Le numéro vert 800 00 50 50 était pris d'assaut. Pour la première semaine, donc quand le cas s'est déclaré, jusqu'à 4 h du matin, on recevait des appels. Nous avons constaté depuis le mois d'avril qu'il y avait une légère hausse des appels liés à la maladie Ebola.
Et nous avons constaté le pic quand il y a eu l'annonce, le point de presse de Madame le ministre pour dire qu'il y avait un cas importé d'Ebola au Sénégal. En 4 jours, excusez-moi, nous avons constaté 1027 appels liés à Ebola. Et avant, nous avions des motifs d'appel pour Ebola qui tournaient entre 15 à 25%. Mais pendant cette période où on a eu ce cas importé, les pourcentages ont tourné entre 80 et 95% d'appels. Mais la communication sur Ebola n'était pas polarisée par le SNEPS. Les régions médicales et districts sanitaires avaient aussi mis en place leur plan de com. Une décentralisation à la base alors qu'au sommet, tout le gouvernement était mobilisé. Nous avons dans nos commissions tous les secteurs. Et ça avec l'appui du Premier ministre. Donc tous les ministères ont participé. Le ministère de la Santé, l'Intérieur, les forces armées, l'élevage, la pêche, l'environnement, le tourisme, les affaires étrangères, tous les ministères en fait sont impliqués. Et que le plan actuellement de riposte du Sénégal est un plan multisectoriel où chacun joue sa partition. Notamment au niveau des frontières, il y a les forces armées, il y a le ministère de l'Intérieur, la police des frontières, il y a les frontières aériennes, maritimes et terrestres. Tout ceci est bien sûr en accord avec le ministère de la Santé qui peut-être gère certains postes qui sont au niveau poste de santé au niveau des portes d'entrée, mais également il y a les forces de sécurité qui ne gèrent pas peut-être les postes, mais qui permettent d'aider à l'identification des personnes qui viendraient des zones d'endémie ou des zones d'épidémie, ou des pays touchés, qui le signalent donc aux autorités sanitaires et nous on fait le reste. Et le malade dans tout ça? Il s'est soigné peut-être pendant 2 ou 3 jours, ça ne s'est pas amélioré, qu'on l'a orienté vers l'hôpital de Fann et de là, directement les gens ont pu prendre le cas en charge et ont immédiatement notifié aux structures de santé et les structures de santé ont suivi la procédure classique, le service des maladies infectieuses notamment, sollicitation classique des canaux appropriés, le SAMU national, le prélèvement, l'Institut Pasteur de Dakar et la notification. C'est ce qui a été fait. Le système de santé a fonctionné, on peut dire, convenablement. On n'a pas eu besoin de le transporter. Il était déjà là, il était en train d'être traité et le staff du service des maladies infectieuses tout de suite a pris les dispositions qui s'imposaient quand le résultat est arrivé. On a commencé à le traiter avec les précautions d'usage, c'est le plus important d'ailleurs, désinfection lors du passage, isolement total et traitement. C'est comme ça donc qu'on l'a pris en charge. Où est-ce que le cas était? On a essayé même de retracer son passage au niveau des frontières, ça n'a pas pu être probant parce que lui-même aussi, il a eu des versions qui ont un peu varié, peut-être qu'il se cachait, il n'a pas tout dit, etc., etc. Mais on a essayé au maximum de retrouver l'ensemble des informations le concernant. Même si l'on sait que le virus ne résiste ni à la lumière, ni à la chaleur, ni au soleil et que le chlore le décime, une zone de quarantaine est pourtant déterminée. Oui, la zone d'isolement était déjà prévue. Il s'agit d'un pavillon spécial qui se trouve au niveau du service des maladies infectieuses et qui était destiné premièrement pas à ça. Donc à l'origine c'était pour autre chose. Mais quand on avait commencé à travailler sur la riposte, on a choisi ce pavillon pour en faire un lieu de traitement des cas confirmés. Et une partie de l'aile était destinée aux cas suspects. On a donc essayé de circonscrire l'ensemble des contacts, assurer le suivi pendant les 21 jours, ce qui n'est pas facile également parce qu'il fallait se déplacer. Les gens n'habitent pas ensemble, les gens n'habitent pas la même maison. Peut-être qu'il y a eu des gens qui habitent la même maison. Donc il fallait voir ces personnes, voir 21 jours si les gens n'ont pas de plainte particulière, quelques plaintes. Si les gens également n'ont pas développé une fièvre, là aussi, tout ceci a été suivi dans les règles. Plus de 8500 équipements ont été fournis par l'OMS, la tente d'isolement par l'UNICEF, qui a également disposé des milliers de kits d'hygiène au niveau des structures sanitaires et points stratégiques. Actuellement, c'est toutes les structures du pays qui sont renforcées en équipements de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle, nous en avons mis avant cette épidémie.
nous avons renforcé et nous allons continuer encore à renforcer. Actuellement, je peux vous dire que les équipements de protection individuelle ne constituent plus un souci au Sénégal. On en a des stocks au niveau central, il y a des stocks qui ont été également acheminés. De même que les produits de désinfection et d'hygiène qui ont été donc envoyés au niveau des structures du pays, et les stocks continuent encore à aller. Heureusement d'ailleurs, l'État a dégagé d'abord une ligne budgétaire dans l'urgence de 300. D'abord, c'était 150 millions qui étaient, depuis le début de l'année, c'est la gestion globale des épidémies qui était en cours, qui a permis de faire face à la surveillance et au début de l'épidémie jusqu'à maintenant. Et le relais a été pris par la rallonge budgétaire que le gouvernement a également dégagé de 300 millions qui ont été mobilisés depuis et dont les décaissements sont actuellement en cours d'ailleurs. Nous avons eu le soutien de l'UNICEF, le soutien de l'UNFPA, mais nous avons utilisé aussi les moyens de l'État. Nous avons eu vraiment tout de suite vraiment d'excellents experts qui étaient là et qui nous ont appuyés, en plus des pays, beaucoup d'organismes, je pense, qui ont appuyé le Sénégal. Partout et surtout aux maladies infectieuses de l'hôpital Fann, on avait prédisposé alcool-gel, savon, eau de javel, des objets nécessaires, mais surtout rassemblés et mis à la disposition des équipes d'hygiène qui doivent désinfecter et tuer le virus assez fragile. Si l'on sait que pour Ebola, il n'y a pas de traitement destiné à tuer le virus, le Sénégal, comme dans les autres pays touchés, a usé du traitement symptomatique. Prendre en charge les problèmes posés par le virus dans l'organisme, mais à côté régler également la question des contacts. Le Guinéen n'a pas fait d'hémorragie visible, donc il n'a pas eu besoin de vitamine K, donc d'hémostatique, médicament qui empêche l'hémorragie. Il a vomi, il a fait une diarrhée, il a été réhydraté dans ce sens-là et on a donné également un traitement antipalustre. On a pris les précautions, toutes les maladies qui pourraient être intercurrentes et qui pourraient compliquer la situation ont fait l'objet donc d'une investigation et d'une prise en charge. Avant le passage, il y avait une équipe d'hygiénistes qui désinfectait. Après le passage des équipes également, ils désinfectaient de nouveau. Et le traitement était fait par des personnes qui étaient en combinaison. Vous avez dû voir les combinaisons qui ressemblent un peu à celles des cosmonautes, donc pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Ces combinaisons nécessitent, comme vous le savez également, un habillage particulier, il y a une procédure, et surtout un déshabillage spécial pour éviter de toucher à tout ce qui peut être contaminant. Selon les autorités, de façon globale, le système de santé a bien fonctionné. L'objectif assigné dans le cadre de la surveillance de la maladie était atteint. C'était une surveillance globale de l'ensemble du pays. Et la preuve en est que ça a fonctionné. Parce qu'on a eu un seul cas, et le cas, on n'a pas eu 12 cas, 13 cas en même temps, on a eu un seul cas, et le cas, dès qu'il est entré dans le système, il a été détecté aussitôt. On n'a pas mis une surveillance sentinelle pour Ebola. Ebola rentre dans le cadre de toutes les maladies sous surveillance. Quelle que soit sa gravité par ailleurs, elle ne fait pas exception. C'est une maladie, comme toutes les autres, une maladie à potentiel épidémique, certes particulière, mais qui est suivie de la même manière que les autres maladies. Mais avec, bien sûr, la précaution de pouvoir, compte tenu de sa gravité, d'attirer l'attention des agents sur cette pathologie, qui est hautement contagieuse, qui est hautement mortelle, et donc qui a un pouvoir, vraiment un pouvoir de nuisance assez élevé. De l'épidémie à maintenant, on est environ à 23. J'appellerais ça plutôt alerte. Il y a quelques cas suspects qui ont été issus des contacts qui ont été identifiés à partir du cas importé, parce que nous avons eu 74 contacts identifiés, dont 40 étaient du personnel de santé, poste de santé, services maladies infectieuses et laboratoires. Donc, en dehors de ces deux suspects qui se sont avérés par la suite négatifs, à partir de ces 74 contacts, on n'a eu que des alertes par ailleurs. Et toutes ces alertes ont été investiguées, suivies et elles se sont toutes négatives à la virologie, donc à l'examen de virologie effectué par l'Institut Pasteur. L'ensemble des agents du pays ont été formés. Tous les agents de santé ont été formés. Aussi bien publics, même privés, ont
été fonctionnels parce qu'ils en font partie. Ils ont été formés sur la maladie à virus Ebola. Comment ça se présente, comment ça se transporte, et qu'est-ce que, si vous voyez ça, ça et ça, qui alertait. Et même la communauté a aidé, même les journalistes, même ailleurs, ont aidé à identifier ce qui constitue qui ressemblait à un cas. C'est comme ça qu'on se fait la surveillance. C'est des enquêtes qui sont effectuées et de voir par où le patient est passé. Donc par les services de santé, donc on individualise toutes les personnes qui ont été en contact avec lui dans le service de santé, aussi bien dans le poste de santé qu'au niveau de l'hôpital, et aussi sur son domicile, là où il habitait. On considère que toutes les personnes qui étaient dans cette maison sont des potentiels contacts. Et c'est comme ça qu'on a fait définir les contacts. Pendant ce temps, à l'hôpital Fann, la santé du malade s'améliore. L'information était donnée par le ministère de la Santé au bout de 3 jours d'hospitalisation. Pourtant, des dispositions ont été prises pour faire face au pire. Il est retenu, par exemple, que lors d'un décès, qu'une équipe spéciale se charge de l'inhumation. Cette équipe est composée, elle a été d'ailleurs fixée par arrêté interministériel, ministère de la Santé et ministère de l'Intérieur. Donc elle est composée par 3 corps. Il y a le service national de l'hygiène, donc les agents d'hygiène, qui procèdent à la désinfection du cadavre et sa mise. Ensuite, les sapeurs-pompiers arrivent et entrent en jeu pour le transport jusqu'au cimetière. Pour la mise en terre, c'est les éléments de la Croix-Rouge qui s'en chargent. Donc c'est comme ça que les dispositions donc, de cet arrêté interministériel ont été fixées. Alors, quand il faut creuser pour inhumer le malade, il faut au moins 2 mètres de profondeur. Donc tout ça, c'est des précautions. Et naturellement, toutes les personnes qui ont participé à ça font l'objet de désinfection et de port de matériel spécial, de combinaison quand c'est nécessaire, ou de gants et bottes, etc. Alors la famille, on demande à la famille d'assister, si elle veut, mais à distance, à la mise en terre, donc ils peuvent venir au cimetière. Bon, heureusement, on n'en est pas encore là, mais c'est les dispositions qui ont été retenues par rapport à la gestion des dépouilles mortelles. Heureusement, pour le bonheur de tous, la fièvre hémorragique à virus Ebola au Sénégal était vaincue. Le premier résultat négatif est enregistré le 5 septembre 2014. Contrôlé 48 heures après, même constat négatif. Le malade fut déclaré guéri. Quelques jours après son souhait de rentrer chez lui, le jeune Guinéen quitte le Sénégal, mais le travail est loin d'être fini. Aujourd'hui, nous avons fini les 3 semaines de surveillance de nos contacts. Donc ces 3 semaines étant passées, on est sûr qu'on ne risque pas une infection, en tout cas à partir du cas du jeune Guinéen. Maintenant, on doit ajouter encore 3 semaines autres pour qu'on dise que le Sénégal est sorti de l'épidémie. Parce qu'il faut à peu près 42 jours entre la déclaration du cas, et si on met 42 jours et qu'il n'y a pas un nouveau cas, on considère que nous sommes sortis de l'épidémie. Donc nous avons encore une période jusqu'au 9 octobre pour dire vraiment que nous sommes complètement sortis de l'épidémie. Mais ça n'empêche pas qu'on continue quand même à être vigilant. Et je pense que c'est la période la plus sensible. Il faut vraiment qu'on continue cette vigilance parce qu'on peut aussi avoir d'autres cas. Et c'est ça la richesse africaine, c'est ça la richesse sénégalaise, c'est que nous pouvons faire face à une modicité de nos moyens par une mobilisation des ressources humaines. Le point qu'il nous reste à approfondir et qui a été largement discuté et des mesures sont en train d'être prises, c'est de faire face au retour des pêcheurs artisanaux qui vont rentrer à la veille de la Tabaski. On pense à des points tels que Kayar, tels que Mbour, tels que Guet-Ndar, etc. Donc c'est des points sur lesquels nous nous sommes appesantis et des mesures sont en train d'être mises en œuvre. kon loolu moo tax ñu bëgg ñëpp continuer di def li ñu doon def bañ a toog rek xalaat ne yëf ya jeex na. Les professionnels de santé sont ainsi conscients d'un fait. Les défis à relever sont encore là. On tire déjà les leçons des 3 premières semaines. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été notées, mais il y a aussi des ajustements à faire. Donc c'est une phase un peu d'ajustement pour voir un peu par rapport à ce qui a été fait, qu'est-ce qui peut être consolidé. C'est là le moment pour moi de lancer un appel à la vigilance parce que nous constatons aujourd'hui que les motifs d'appel liés à Ebola sont en chute très nette et c'est comme qui dirais-je,
que les Sénégalais commencent à se relâcher par rapport à Ebola. Or, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, mais n'empêche qu'on a de temps en temps quelques infiltrations. Donc, il faut nous sommes en train de voir comment régler cette question et toutes ces personnes qui rentrent, comment les gérer. Et la stratégie, on ne confine pas les personnes. Parce que la personne, comme on l'a toujours dit, qui n'a pas de signe, n'est pas contagieuse. Donc cette personne, on la surveille juste. C'est-à-dire, elle est sensibilisée pour savoir effectivement que vous venez dans telle zone. Dans cette zone-là, il y avait la maladie. Et il faudrait qu'on vous voie, par exemple, de manière quotidienne, ou que dès que vous sentez des signes, vous puissiez avertir les autorités sanitaires. Et aussi, nous, en tant qu'autorités sanitaires, aussi, qu'on puisse connaître cette personne. Et qu'avec les districts, toute l'organisation du système de santé, que les personnes puissent suivre cette personne pour qu'il n'y ait pas de risque. Mais on ne peut pas aujourd'hui confiner tout le monde, ce n'est pas la stratégie adoptée. Au Parcelles Assainies, où le malade a séjourné, à l'hôpital Fann, ailleurs, dans le Sénégal lointain, la vie reprend normalement son cours. Même si le combat contre le virus Ebola est remporté, la guerre est loin d'être finie.